Place maintenant au focus. Nous vous emmenons aujourd'hui au Soudan. Jusqu'à la fin des années 90, le pays avait le plus grand réseau de chemins de fer du continent africain. Plus de 5000 km de rails qui permettaient chaque année le transport de millions de tonnes de personnes et de marchandises. Mais voilà, 2 décennies de sanctions économiques américaines ont changé la donne. Les voies abîmées n'ont pas été réparées. Les trains, eux, ont été mis au garage. Et les Soudanais ont trouvé d'autres moyens de transport. C'est un reportage signé Simona Foltine et Thaïs Brook. Il est 8 h du matin à la gare de Khartoum. Le seul train de la journée est prêt à partir. Il fut un temps où le Soudan possédait le plus grand réseau de chemins de fer du continent. Mais après 2 décennies de sanctions américaines, la ligne Khartoum-Atbara est la dernière qui opère quotidiennement. La ligne a rouvert en 2014 grâce à la livraison de trains et la réparation de voies par des entreprises chinoises. Celui qu'on appelle le train du Nil est resté très populaire parmi les Soudanais. Le train est beaucoup mieux en tout point et moins cher que le bus. Quand vous prenez le train, vous avez l'impression de faire partie de la société. Vous vous asseyez au milieu des gens, vous pouvez dire bonjour. C'est ça le Soudan. Vous pouvez parler à n'importe qui, même si vous ne connaissez pas cette personne. Le train du Nil fait appel aux souvenirs nostalgiques des années 70, lorsque les chemins de fer étaient la colonne vertébrale de l'économie et la fierté des Soudanais. Dans le temps, c'était impossible de trouver ailleurs dans le monde les mêmes trains qu'au Soudan, sauf en Inde et au Royaume-Uni. Même dans certains pays européens, les trains étaient moins bien que les nôtres. Mais cette époque est depuis longtemps révolue. La Société nationale des chemins de fer soudanais est l'une des 170 entités sous sanction du Trésor public américain. Le partenariat avec la Chine a offert un répit, mais de nombreux doutes subsistent quant à la possibilité de restaurer la gloire passée du chemin de fer. Les produits chinois ont de nombreuses malfaçons. Ils se détériorent rapidement. Ça résiste 1 an ou 2, peut-être 3 ou 4. Et puis c'est fini. Les trains américains, eux, fonctionnent des années. Ce train n'est en circulation que depuis 2 ans, mais il ne dépasse pas les 70 km/h. C'est vraiment lent. Ce train est censé atteindre 80, 90, voire 100, mais les voies sont en très mauvais état. Pour les autorités soudanaises, la déliquescence de leur système ferroviaire est la conséquence des sanctions américaines. Elles mettent en avant leur impact négatif sur les ateliers de la ville d'Atbara. Ce sont des locomotives que nous avons importées des États-Unis. Nous en avons 10 comme ça. Et nous les avons récupérées en 1975. Elles ont bien fonctionné jusqu'en 2000. Mais après, elles n'ont plus fonctionné parce que nous n'avons pas les pièces de rechange. Depuis, elles sont hors service et elles ne nous servent plus à rien. Les ingénieurs ont dû faire fonctionner leur imagination, recycler de vieilles pièces ou se lancer dans d'hasardeux marchés pour en obtenir de nouvelles. Mais cela n'a pas suffi. Les ateliers coloniaux britanniques sont devenus des casses pour locomotives. La ville d'Atbara n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les milliers de gens qui dépendaient du chemin de fer se retrouvent sans emploi. Mais nombreux sont ceux qui pensent que les sanctions n'étaient que le coup de grâce. Les décisions hasardeuses des autorités avaient fait dérailler le train bien avant. Les sanctions ont joué un rôle. L'ouverture à la concurrence a joué un rôle. Le déclin du service public a aussi joué un rôle. Les mauvais dirigeants de l'entreprise sont à blâmer. Si tu n'embauches pas les bonnes personnes, comment peux-tu espérer des résultats ? Abdulhafiz a été l'un des nombreux technocrates licenciés au début des années 90, quand le président Omar el-Béchir a voulu renforcer son emprise sur le service public. Malgré son ressentiment contre le régime, il estime néanmoins que les sanctions américaines ne sont pas justifiées. Les victimes des sanctions sont les Soudanais. Les Américains doivent faire la part des choses entre les autorités et le peuple. À chaque fois qu'ils renouvellent ces sanctions, ils avancent de nouveaux arguments. Des fois, ils disent que nous soutenons le terrorisme et puis que nous utilisons des armes chimiques. Ce n'est que du vent. Alors que les sanctions ne semblent pas avoir affaibli le régime, elles font l'unanimité contre elles au Soudan.
La population conserve l'espoir que pendant ces dernières semaines au pouvoir, l'administration Obama pourrait les alléger. Mais les chances sont minces pour que cela suffise à remettre le train sur ses rails. Et pour parler de cette situation au Soudan, nous sommes avec Raphaël Chevrillon-Guibert. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche et de développement. Est-ce que les sanctions américaines sont la seule cause du délabrement et de l'abandon des chemins de fer au Soudan ? Alors non, les chemins de fer, c'est quand même, si on se met du point de vue politique au Soudan, c'était le grand bastion des communistes, qui était un parti extrêmement fort dans les premières années de l'indépendance du Soudan. Et du coup, déjà bien avant ce régime, pendant le régime de Nimeri, ils avaient été complètement laminés parce qu'ils étaient arrivés avec lui au pouvoir et puis assez rapidement, ils ont fait une tentative de coup d'État parce qu'ils trouvaient que les mesures n'étaient pas assez à gauche, n'étaient pas assez sociales. Et du coup, après cette tentative de coup d'État qui a été infructueuse, Nimeri les a détruits complètement. Et dans cette destruction, il y avait aussi le besoin de détruire le syndicat des chemins de fer, qui était le plus gros syndicat soudanais et qui, dans ses militants, avait beaucoup de politiciens communistes. Du coup, il y a quand même cette histoire très forte. Et c'est sans surprise que quand les islamistes arrivent au pouvoir en 89, eux aussi, ils se sont toujours opposés aux communistes durant toutes les périodes précédentes pour essayer de gagner de l'influence, notamment à l'université de Khartoum. Donc c'est sans surprise qu'ils vont pas relancer les chemins de fer à ce moment-là. On l'entendait à la fin de ce reportage, les Soudanais espèrent que l'administration Obama va alléger ces sanctions là dans les prochains jours, mais cela n'aura pas de conséquences immédiates sur le réseau ferré soudanais. C'est un peu tard, on l'imagine. Oui, vraisemblablement sur le réseau ferré soudanais, ça n'aura pas de conséquences immédiates. Par contre, pour la population, c'est évident que ces sanctions pèsent très lourd parce qu'on est en pleine crise économique, qui pour le coup ne sont pas forcément directement liées à cet embargo, mais ça va jouer énormément l'incapacité de faire des transferts internationaux pour la plupart des entreprises soudanaises, pour les boîtes internationales qui travaillent au Soudan. C'est vraiment mettre des problèmes très importants dans le pays qui est déjà en crise économique. Du coup, c'est vrai que tout le monde espérait qu'il y aurait des sanctions qui seraient enfin arrêtées. Bon, espérait tout en sachant qu'il y avait peu de chance. Et malgré tout, là, je crois qu'au début de la semaine à Londres, il y avait l'administration américaine qui a fait des rendez-vous avec les banques privées notamment pour essayer de distinguer entre les transactions qui seraient pour les individus et l'idée de l'embargo et des sanctions qui portent sur certaines intentions et plutôt pour viser le gouvernement. Mais dans la réalité, c'est quand même le Soudanais de base qui est impacté. Vous le disiez, la situation économique est très compliquée. Est-ce que cela pourrait déstabiliser le régime, un régime dans lequel la liberté de parole n'existe pas finalement au Soudan ? Alors étonnamment, en fait, il y a quand même une liberté de parole au Soudan, mais par contre, c'est évident que le régime est très, très impacté par cette crise économique. La crise économique, ils l'ont connue. En arrivant au pouvoir dans les années 90, on était déjà avec le bureau du FMI qui avait fermé, donc on était déjà dans un système de grande crise, mais à ce moment-là, le régime s'appuyait sur une légitimité qui était une légitimité religieuse. C'était la révolution islamique. On allait remplacer le citoyen soudanais par un citoyen musulman, changer ses pratiques. Donc, il ne s'appuyait pas du tout sur le même type de revendication de légitimité. À partir des années 2000, c'est les années du pétrole. Et là, on va avoir un changement même de discours dans le régime où on va dire « Regardez, on mérite de rester au pouvoir parce qu'on est un État développeur. On fait des routes, on fait des barrages, on apporte l'électricité. » Et c'est vrai que dans la réalité, au moins dans les grandes villes, il faut mettre beaucoup de guillemets, il y a eu une amélioration dans les années 2000 du niveau de vie d'une certaine couche de la population. Et puis, donc avec un pic au moment où le pétrole était aussi plus haut. Et puis voilà, 2011, on a le Sud qui prend son indépendance, c'est-à-dire aussi la plupart des champs pétrolifères qui étaient au Sud. Puis on a aussi une chute des cours du pétrole. Donc l'association fait que l'économie pétrolière s'effondre et on a une économie
soudanaise qui était quand même directement reliée à cette économie pétrolière, notamment par les questions monétaires, qui s'effondre elle aussi. On est aujourd'hui à une inflation galopante. Les chiffres de la Banque centrale, la soudanaise, nous disent que c'est la plus forte année cette année depuis 2011. Merci beaucoup Raphaël Chevrillon-Guibert. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de cette situation au Soudan. Restez avec nous. Le 13-15 continue bien sûr. On se retrouve dans un instant pour le journal de 14h30. À tout de suite.